Originaire de l'Ariège et du Pays d'Aulne pour être plus précis, c'est un ancien animateur et éducateur spécialisé qui a grandi dans un quartier populaire que nous recevons aujourd'hui. Il est devenu depuis vice-président de la région Occitanie en charge des sports, de l'éducation et de la jeunesse. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kamel Chibi. Kamel, bonjour. Et bonjour, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté, surtout en ces temps forcément compliqués. On sait que l'agenda est rempli de rendez-vous et de visites pour informer, pour rassurer aussi. Euh, on rentre dans le vif du sujet, hein. L'Occitanie, c'est 1,4 million de licenciés, 17 000 clubs sportifs. Pour ne parler que du rugby aujourd'hui, c'est 80 000 licenciés, 400 clubs environ. Des clubs qui sont pour la plupart amateurs, en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire, quelles ont été les mesures qui ont été prises depuis le début de la crise l'année dernière? On peut dire beaucoup de choses. D'abord, dire effectivement les chiffres que tu as donnés sont les bons. La crise, elle a eu pour conséquence l'arrêt total des compétitions, hein. Donc, on a vécu depuis quasiment maintenant un an cette situation-là qui a forcément de facto mis en grande difficulté les clubs, hein, puisque les clubs, tu le disais, 1,4 million licenciés, dont 300 000 bénévoles, des clubs qui vivent grâce à l'engagement des uns et des autres, comme tu le sais, sur leur temps personnel, et des enfants qui, de facto, n'ont plus retrouvé, en tout cas pour ce qui concerne le rugby, le chemin des stades. Et ça, effectivement, c'est une grosse difficulté, parce qu'autant l'année dernière, la saison s'est terminée bon an ballant, on va dire au mois de mars, autant cette année, c'est encore pire, puisqu'elle est quasiment à l'arrêt depuis quasiment le début, et donc plus de compétition. Donc, quand on dit plus de compétition, c'est plus de retour dans les stades, plus d'animation, plus de moments joyeux, conviviaux, voilà. Donc la région, elle a mis de suite un plan d'investissement, d'accompagnement de 2 millions d'euros l'année dernière pour le monde amateur. Donc ça a permis effectivement d'accompagner bon nombre de clubs dans les 13 départements. Et ça, c'était essentiel. Alors ça ne réglera pas tout, mais c'est une partie pour répondre à la situation d'urgence qu'ont vécu beaucoup de clubs, notamment sur la problématique de la trésorerie. Plus proche de nous, je crois savoir même que la région a annoncé qu'il y aurait une dotation supplémentaire en faveur des clubs amateurs qui emploient au moins un salarié. Oui, exactement, tu as raison. Disons qu'on avait imaginé un plan de 2,5 millions, 1 million d'euros a été déjà utilisé par les clubs. Et là, on a décidé de remettre 500 000 euros, en fait, qui vont à venir accompagner tous les clubs, notamment qui ont un salarié. En fait, c'est les clubs les plus impactés, hein, puisque je vous rappelle que quand on regarde le ratio des charges, reste à charge pour les clubs, ceux qui ont des salariés sont les plus impactés. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais à un moment donné, on peut pas être là, on essaie d'aider tout le monde, mais là, il faut aider prioritairement ceux qui sont menacés de disparition. Donc là, il faut considérer qu'on a presque un tiers, on va dire, pas totalement, d'un tiers qui ont aujourd'hui un salarié dans des clubs. Donc cette enveloppe de 500 000 euros, elle va être votée en février, donc à la commission permanente, et va permettre bien évidemment de laisser la possibilité, je le dis pour tous les clubs, notamment de rugby, hein, qui vous suivent beaucoup à rugby amateur, qu'ils auront la possibilité, pour ceux qui ont un salarié, de nous solliciter pour les aider dans cette enveloppe de 500 000 euros, puisque comme tu l'as dit, tu as 400 clubs dans les 13 départements, et la plupart des clubs sont en souffrance aujourd'hui. Alors, on parle de souffrance justement. On sait que les questions sur la jeunesse et l'éducation te sont très chères. Euh, Aujourd'hui, ces jeunes-là, on a tendance à dire que la situation qui perdure aurait un impact sur eux, à savoir qu'un désintéressement sur le sport, peut-être une perte de licenciés également. Est-ce que toi, tu le ressens sur le terrain? Oui, je le ressens parce que, en fait, la question, c'est que depuis un an, c'est à l'arrêt. Quand un jeune, pendant un an, il fait autre chose, on peut très bien vite comprendre qu'il peut s'habituer à faire autre chose. Le retour vers les clubs va être un vrai sujet, un vrai défi pour la plupart des dirigeants. Et en fait, c'est une vraie spirale, notre truc. Parce que les jeunes ne sont plus là, les bénévoles n'y sont plus de facto parce qu'il n'y a plus de compétition, plus de trucs. Et du coup, il te manque les bénévoles et les jeunes, quoi, et les licenciés. Faire revenir tout le monde comme ça du jour au lendemain, ça ne va pas être facile. C'est pour ça que moi, dans les annonces qu'on a faites avec la présidente Carole Delga, c'était ce qu'on appelle la préparation du retour. Retour, il y aura. Dans quelles conditions, dans quelle situation, j'en sais rien aujourd'hui. L'objectif, c'est de limiter la casse. Mais c'est vrai qu'il faut redonner envie à ces jeunes qui se sont peut-être sûrement habitués à utiliser ce qu'on utilisait, les smartphones, les jeux vidéo, j'en sais rien, tu vois. Bon, c'est aujourd'hui, on parle de Netflix, etc. En tout cas, la tentation de la télévision, de tout ce qui est télévisuel, il faut revenir réintéresser ces jeunes à revenir sur les stades, dans les gymnases,
Et ça, c'est quand même un gros, gros travail qu'on va devoir faire. Et certains clubs qui ne sont plus en situation de fonctionner vont avoir besoin d'accompagnement et de soutien. C'est pour ça que la dimension d'accompagner les dirigeants qui ont encore tenu le choc aujourd'hui et qui ont envie d'y croire d'une reprise possible, il faut les aider. Voilà, en tout cas, on aura besoin, et je profite de cette situation-là que tu me donnes pour demander à nos bénévoles qui sûrement peut-être vont nous écouter ou vont nous suivre, qu'on a besoin d'eux, quoi. Honnêtement, sans nos bénévoles, nos clubs ne survivront pas. Donc on a besoin d'eux, il faut réenclencher. Alors c'est sûr que la situation actuelle ne permet pas d'eux, mais pensons à l'avenir, pensons à la septembre prochain, parce que moi je pense que la saison aujourd'hui va être difficilement réenclenchable. Donc pensons à la saison d'après, celle de septembre, et pour la préparer, il faut y travailler dès maintenant. Voilà. On a toujours agi en réaction, on réagit par rapport à la crise, et là on peut agir avant de réagir. C'est ce que je souhaite en tout cas. C'est un petit peu le message que Bernard Laporte, président de la fédération, nous avait dit il y a une quinzaine de jours. Euh, on se doute tous que la saison risque d'être blanche, ou en tout cas fortement compromise. Dans ce cadre-là, justement, il y a un guide qui a vu le jour très récemment. Ouais. C'est un peu la boîte à outils pour aider les clubs. Alors je reprends le titre, entre adaptation et évolution. Je sais que ça t'est très cher. Est-ce que tu peux nous le détailler, s'il te plaît? Oui, ça m'est très cher parce qu'en fait, quand tu fais le tour des clubs, et tu le fais comme moi, sur le territoire avec tes équipes, euh, le retour qu'on a, c'est. Parce qu'on a des clubs qui ont des salariés, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et ces clubs-là, leur grosse difficulté parfois, c'est l'administratif. Comment je monte un budget, comment je vais chercher un mécène, comment je sollicite une entreprise, comment je dépose un dossier à la collectivité, etc. Je peux en passer des dizaines comme ça. Et en fait, cette idée-là, elle s'est accentuée de guide avec la question du Covid. Mais au départ, moi, je fais du terrain tous les jours. J'ai fait les 13 départements, j'ai rencontré des centaines de clubs à l'échelle de la région. Et ce qui me retourne, c'est la problématique de la structuration du club. Comment on consolide le modèle économique, comment on accompagne nos clubs de leurs difficultés. Et donc cette idée-là, ça fait quelques années qu'on travaille. Et en fait, le Covid a accéléré les choses. On a dit, il nous faut cette boîte à outils. Il nous faut ce guide de bonnes pratiques pour les clubs, pour leur permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'a pas toutes les compétences. Et c'est vrai qu'on a des fois des clubs, je le disais, c'est pas pour être méchant, des clubs dans des villes un peu riches où tout se passe bien. Vous avez le bon sponsor, vous avez la collectivité qui est avec toi, le président, il a les réseaux. Mais dans bon nombre de clubs, le président, il n'a pas les réseaux. Il a des territoires où il n'y a pas forcément d'entreprise. Et en plus, avec la crise du Covid, bon nombre d'entreprises sont fragilisées. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est l'écueil de j'ai les réseaux, j'arrive à permettre à mon club de durer dans le temps. J'ai pas les réseaux, je suis avoué à l'échec. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai eu des présidents qui sont venus me dire Kamel, est-ce que tu connais les entreprises qui peuvent nous aider? Kamel, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut nous mettre 1000 euros pour financer un minibus pour telle ou telle discipline? Ça, c'est des choses qu'on a tous les jours. Donc voilà, ce guide de bonne pratique, c'est quelque part un guide qui émane des besoins des clubs et de nos bénévoles qui nous ont fait ce retour-là de difficulté. Et c'est essentiel, j'espère en tout cas qu'il va pouvoir être très utile. On l'a édité à 5 000 déjà distribué. On va faire en sorte que les 17 000 clubs de la région, dont les 400 de rugby, puissent l'avoir, bien évidemment. Il sera dématérialisé sur le site de la région et puis il sera bien sûr envoyé à chacun d'entre eux. Mais je pense qu'il va répondre, à mon sens, à bon nombre de difficultés que connaissent nos clubs et de mes connaissances. Tout le monde n'est pas diplômé pour comprendre les évolutions de la loi 1901. Et voilà. Et donc, tu le sais comme moi, c'est très compliqué de gérer un club. Donc, si on peut leur faciliter la tâche et leur permettre de continuer à travailler pour l'intérêt de mes jeunes, ça sera une très bonne chose. Voilà un peu l'idée de ce guide qu'on a lancé et qu'on a diffusé largement. Et dont on mettra le lien sur la page Rugby Amateur, évidemment, pour permettre à tous de pouvoir se le procurer dans les meilleurs délais. Juste par rapport, on connaît ton amour du rugby, on connaît aussi l'impact social que peut avoir le sport en général et le rugby en particulier dans un village. Tu parlais du retour, justement, pas forcément une normale, mais d'un retour à la compétition. Est-ce que tu penses que les clubs ont aussi l'obligation, quelque part, de rapprocher les gens aussi, dans une période difficile comme celle-là? Bien sûr que, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que depuis l'arrêt des compétitions, l'arrêt du sport, en fait, il y a une fracture sociale, en fait. Moi, j'ai fait une analyse que tout le monde peut faire. Pendant le confinement, le premier, les deux choses les plus pratiquées par nos habitants, hein, par les habitants de la région, mais du plan national, c'était la cuisine. Vous l'avez compris que moi, j'aimais la cuisine, n'est-ce pas? Mais c'était aussi le sport.
Jamais on a vu autant de gens pratiquer du sport. D'abord parce que ça fait du bien de se défouler, ça fait du bien de pratiquer du sport. Et puis aussi, surtout, c'est les vertus du sport, quoi. Dans nos territoires, le rugby, c'est ce qui l'incarne le plus. Le rugby, c'est le rugby de village, quoi. Le rugby terroir, le rugby de produits, le rugby de producteurs, le rugby du savoir-faire, tu sais, le petit clocher, le rugby d'animation, quand tu as le dimanche toute une animation avec un petit derby entre deux villages de 800 habitants qui te ramène 1500 personnes, c'est-à-dire l'équivalent des deux villages réunis. C'est des choses qui n'existent nulle part. Et cette ferveur-là, cette dynamique-là, elle manque cruellement aujourd'hui, quoi. Elle manque cruellement. Et cette solidarité qui est très forte et ce besoin de rencontrer les autres, en fait. On est dans le midi, on est dans le sud, on aime le partage, quoi. On aime se retrouver, on aime boire un coup, on aime manger. Bon, voilà. Et toutes ces vertus-là, effectivement, ont un peu disparu. Je pense qu'on les retrouvera, mais c'est vrai que c'est dans quel état on sera tous euh, d'ici quelques mois. Et mon objectif, moi je disais à un collègue d'association, me dis-toi comment ça va. Je lui dis, moi j'ai pas le droit de me plaindre, moi. D'abord parce que je suis pas le plus à peindre. Et puis deuxièmement, moi j'ai un rôle, je suis un responsable politique, je suis vice-président d'une grande région en charge d'un secteur auquel les gens ont besoin que je leur donne de l'espoir et que je leur donne des messages de positivité. J'ai pas le droit de, je dirais, de faillir. Je dois un peu jouer ce rôle de locomotive. Et ce rôle-là, voilà, c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Si on peut susciter quelque part par nos messages de cœur, parce que c'est des messages de valeur et de cœur, euh, à ce que certains ne lâchent pas les bras et qu'on leur dit on va se retrouver, on va vite se retrouver ensemble, à partager des moments fabuleux et que cette problématique sanitaire soit un lointain mauvais souvenir. Voilà. Moi, tu connais mon engagement pour le rugby, pour ce terroir. Je suis originaire de la vallée dans le Pays d'Olme. Tu sais que en termes clairs, ça pue le rugby là-bas. Euh, Bien sûr, et c'est vrai que, bon voilà, je le vois bien, tout ce qui manque. Et ça, c'est important, les gens ont besoin de se retrouver. Alors pour les gens qui te connaissent moins bien, en effet, ils ont compris vraiment mieux cette fois-ci à quel point tu étais un passionné de sport et de rugby en particulier. On a l'occasion de se croiser sur des terrains, sur tous les terrains, je le précise. Euh, Justement, cet amour du rugby, c'est Lavelanet, tu peux nous le raconter un peu, ces origines-là? Ben oui, c'était la Blanée, forcément. L'histoire de la Blanée, tu la connais. Bon, tu sais, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, j'étais passionné de rugby et de foot. Et j'allais faire du foot, je partais à La Rochelle. Je te parle d'une époque où les moins de 20 ans ne se souviendront pas. J'avais 17, 18 ans. Je partais à La Rochelle, on avait des espèces de jogging, tu sais, estampillés foot, oxygène, oxy, apostrophe jeune. C'était l'association de l'association qu'on avait à l'époque. Et on avait des types un peu vieux qui nous chopaient. Et c'était il y a 20 ans en arrière, hein, 23 ou 24 ans en arrière. Et ils voyaient la Valais, ils disaient, mais la Valais, mais c'est le rugby. Et tu vois. Et en fait, depuis tout jeune, quand j'ai traversé notre territoire, qui est en tout cas marqué par le rugby, de La Rochelle jusqu'en bas, les gens, quand ils voyaient la Valais, c'était le rugby. Donc en fait, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le rugby, tu l'avais en héritage quand tu es né à la Valais. Quand tu es né à la Valais, quand tu as tes origines de la Valais, quand tu as vécu toute ton enfance à la Valais, eh bien, tu es obligé de porter cette image du rugby qui est une image très forte parce que forcément, tu as des grands joueurs qui sont passés là, tu as des gens passionnés. Moi, tu sais, celui-là qui m'a beaucoup donné, appris quand j'étais jeune, c'est Didier Merlos, la famille Merlos. Bon, il y a Thierry Merlos qui est Denis, mais Didier, c'est le grand animateur, c'est le grand frère de tout le monde, c'est celui qui a appris la balle ovale à tout le monde. Moi, je me rappelle encore des souvenirs à l'école à la Martine quand on jouait à la balle ovale, tu vois, le fameux toucher, le fameux jeu à la Toulousaine. C'est des choses voilà, que tu ne vas pas oublier et qui, quelque part, te donnent un amour et une passion du ballon, mais surtout une passion des autres, quoi. Et c'est vrai que des gens comme Didier Merlos font partie des personnes qui t'ont marqué, quoi, qui t'ont tout donné, en fait. Et quelque part, tu te souviens de ce moment fort et tu te dis, ben, c'est ta responsabilité, quelque part, en tant qu'élu, tu dois l'avoir, quoi. Voilà. Puis moi, je suis un entier, un bon vivant et j'ai toujours tendance à me rappeler d'où je viens. Et mes bases, c'est celle de la vallée, du Pays d'Olme, de l'Ariège, de nos belles montagnes et de cette belle région Occitanie. Bon, je crois que au niveau du tourisme, l'Ariège pourra te remercier de ce beau discours que tu viens de faire. Est-ce que quand on est à ton poste, on a le droit de dire quel est son club préféré? En dehors de la Blanée, bien sûr. Alors, euh, tu as décidé de m'embêter, c'est ça? Un petit peu. Écoute-moi, je vais te dire sincèrement les choses. Si je te dis Stade Toulousain, je mets mes amis castrés, je vais me foutre le feu. Euh, bon, le Et MHR, c'est un peu plus inversement. compliqué en ce moment. Et bon, lui, c'est des Catalans. Alors, j'ai eu un passage à Rivesaltes. Pour tout me dire, j'ai fait mon école maternelle à Rivesaltes, chez les Catalans, et ma soeur est née à Perpignan. Donc, j'ai un peu un côté catalan dans mon esprit.
Non, je vais te faire le discours de politique que tout le monde entend. Je les aime tous, qu'ils soient dans le Tarn, dans l'Aveyron, à Toulouse ou à Montpellier, je les aime tous. Bon, allez, pour terminer sur une question qui est moins embêtante, le joueur préféré, ton joueur préféré, celui qui t'a marqué, celui auquel tu penses en premier là. Ce que je pense d'un premier, peut-être que c'est Vincent Clerc. Là, comme ça, jeune Pourquoi? génération. Parce que d'abord, c'est un type qui a le record de top de d'essai de top 14. Mais au-delà de ça, c'est surtout la rencontre humaine. Voilà, moi, je ne connaissais pas Vincent il y a 10 ans en arrière. C'est un garçon super, vraiment humain, généreux. Et j'ai découvert un homme extraordinaire. Je le dis parce que c'est un type qui a beaucoup d'humilité, qui est très modeste. Et il est toujours disponible quand tu as besoin de lui. Donc voilà, moi je penserai à lui. Bien sûr que je ne peux pas oublier Didier Codorniou sur une autre génération, parce que Didier Codor, c'est l'emblématique, la bonne tête. En tout cas, il a l'incarnation du rugby lui aussi. Quoi. Voilà. C'est le type généreux. En tout cas, c'est tout ce qu'on aime du rugby. Ces deux garçons, je vais te dire, voilà, je trouve ça. Après, j'ai une pensée, je ne réponds pas concrètement à ta question. J'ai une pensée à un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est malheureusement disparu. C'est Aldo Caglio. Parce que quand j'étais élu à l'année, je m'occupais des aménagements de quartier. Et dans son quartier, dans son petit quartier chez lui là-bas, je le voyais très souvent jouer aux boules de pétanque avec ses copains. Et quand j'étais animateur, j'avais le souvenir d'un homme extraordinaire avec beaucoup d'humour. Donc j'aurais une pensée à Aldo, ouais. Aldo aussi. Le pilier du siècle. Exactement. On a eu un mot pour lui il n'y a pas longtemps pour honorer sa mémoire. Kamel, il est temps pour nous de terminer cet entretien. Encore une fois, un grand plaisir d'échanger avec toi, d'entendre ce dynamisme, cette positive attitude, j'ai envie de dire. L'occasion t'est donnée de conclure et de t'adresser à toute la communauté du rugby amateur et de rugby amateur. Ben, d'abord, merci à Rugby Amateur d'exister. En toute sincérité, je ne fais pas ça, tu le sais, pour faire plaisir, c'est que je trouve que c'est tellement. Parce que ce que vous véhiculez là, si tu veux, est essentiel. Quoi. C'est presque une mission de service public. Parce que ce que vous pensez pas, vous ne voyez pas, mais moi je le vois, c'est que d'abord, vous jouez un rôle extraordinaire, c'est un peu ma conclusion. Parce que faire vivre le rugby dans ce territoire, dans ces valeurs, tu sais, qui nous sont chères, autant toi que moi, ben, c'est une mission extraordinaire. Vous donnez ce côté instantané de l'information à ces milliers de passionnés, parce qu'il y a des 80 000 licenciés, mais il y a des milliers de passionnés du rugby. Et en guise de conclusion, je voudrais juste dire très clairement, d'abord merci à vous, mais surtout, j'invite vraiment nos grands passionnés du rugby, nos amis du rugby, de nos clubs, nos dirigeants, nos jeunes, nos bénévoles, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Voilà, gardez cette espérance. L'avenir est devant nous. On vit des moments très difficiles, mais croyez que nous sommes déterminés, en tant que moi, au niveau de la région, avec ma présidente Carole Delga, à tout faire pour qu'on sauve le sport, et notamment le rugby qui en a bien besoin. Sans le rugby dans notre région, la région Occitanie et la terre catalane ne seraient pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas le rugby. Le message est passé fort et clair. Kamel, encore une fois, merci à toi pour ces bons mots, merci pour ces explications. On se fera fort de porter ces messages-là et de relayer à tous les clubs, à tous les présidents, à tous les dirigeants, ces initiatives qui méritaient d'être dans la lumière. On se dit à très bientôt, j'espère de vive voix cette fois-ci, en tout cas de visu. Et puis bon courage à toi et Merci à à tes toi. équipes également. On se retrouve autour d'un chap, comme on dit. Merci. Exactement. Ne dévoilons pas tous les Merci. secrets. Allez, au revoir Merci à Kamel. tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.